Cette semaine, dans le balado, on fait plein de cascades folles afin de sauver encore une fois le monde et on se fait une petite virée dans le bas du fleuve. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Et votre mission, si vous l'acceptez, est de nous écouter parler de cinéma. C'est ça, je passe pas trop un calvaire. Ça serait pas pire, par exemple, un film amené où il faut sauver le monde, mais que ça se passe dans le bas du fleuve. Tu sais. Ah, écoute. J'étais là, hey, pourquoi les deux sont pas liés? Pourquoi. On lance l'idée à nos cinéastes québécois. Ou juste, ou un film américain, puis que la scène finale se passe genre, hey. En Gaspésie. La base secrète du méchant, là, qu'elle soit genre, à Rivière-du-Loup. Ouais, ou sous le rocher percé, ou sur les îles de la Madeleine, en fait, qui est une base. Exact. Oui, ça serait pas pire. Ça serait un film ou un genre de Quentin Dupieux, là, pour faire de même, je pense. Tout à fait. Alors, c'est enfin l'arrivée sur les écrans de Mission Impossible. On voit depuis plusieurs semaines cette fameuse vidéo qui montre Tom faire les casse-coups, se jeter dans le vide. Ouais, donc, est-ce que la cascade est à la hauteur de nos attentes? On vous parlera de tout ça dans quelques instants. Mais avant, petit tour d'actualité. Ben, je pense que la plus grosse nouvelle, c'est la grève des acteurs aux États-Unis. On avait parlé de la grève des scénaristes qui continuait, qui perdure. Mais ça empêchait les nouveaux tournages, mais il y a plusieurs projets qui s'étaient dépêchés à aller en tournage pour pouvoir continuer. Mais là, la grève des comédiens-comédiennes, c'est comme majeur. Tout le monde arrête le tournage. Et tu me disais qu'hier, il y avait... C'est la première d'Oppenheimer à Londres. Et oui, le coup près est tombé quelques instants avant la première. Donc, les comédiens, par solidarité, se sont pas présentés à la première du film, effectivement. Et ça implique aussi que, même si les tournages ont lieu dans d'autres pays, les comédiens qui sont membres de la guilde aux États-Unis doivent arrêter aussi. Donc, si on a un Tom Cruise en tournage en Australie, il doit cesser aussi le tournage. Donc, c'est pas juste sur les lieux même aux États-Unis. Ben là, j'avais entendu déjà un petit topo pour dire que ça allait avoir beaucoup de répercussions juste ici au Québec, à Montréal principalement. Il y a beaucoup de tournages américains. Il y a plusieurs corps de métiers de techniciens et autres qui se fient sur ces tournages-là estivaux pour faire quasiment leur année en salaire. Fait que là, c'est sûr que ça va impacter ça. C'est plusieurs millions par jour. Là, je pense que du côté des scénaristes, c'est sûr qu'on veut régler ça rapidement, mais il y avait comme un petit buffer. Mais là, si toutes les productions sont arrêtées comme ça, je crois pas qu'Hollywood peut se permettre de laisser ça durer plusieurs semaines ou mois. Puis c'est pas une façon de dire qu'ils vont mettre de la pression. C'est les mêmes, je pense, requêtes beaucoup qui veulent. Là. C'est au niveau des salaires, des conditions de travail, puis l'intelligence artificielle. Comment la gérer, effectivement. En fait, gérer les revenus engendré par le streaming, qui n'était pas dans la dernière convention collective. On a vu quelques cas là, comme Scarlett Johansson avec le Black Widow, justement, qui avait eu une vie beaucoup plus courte au cinéma que normalement. Oui, puis j'ai même lu, je pense, dans un article dans un journal de Los Angeles, même les acteurs de second ordre qui ont des petits rôles, parce qu'il faut comprendre, c'est que quand on tourne un film, contractuellement, on a des redevances sur les projections. Fait que c'est pas juste le cachet que tu as participé, mais quand le film est rejoué sur les chaînes américaines, tout ça, donc les comédiens reçoivent toujours un cachet. Puis comme les scénaristes aussi. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Les scénaristes ont le même enjeu. Puis c'est un comédien qui a joué dans Jurassic Park. Puis, écoute, je ne sais pas si c'est le garçon. En tout cas, bref, j'ai pas fait le lien, mais il y avait un petit rôle. Puis il disait, je recevais à peu près 1400$ par année. C'est pas un gros montant, mais quand même, si tu cumules ça aussi, tu sais, à une 10-20 films, c'est quand même intéressant. Si tu veux un salaire de 70 000 par année, c'est une bonne partie. Là. Puis là, il disait, avec les streamings, eux, ce qu'ils font, c'est que c'est un montant forfaitaire qu'ils offrent. Fait que c'est pas à chaque année, c'est pas annuel. Fait qu'il reçoit 100$. Puis 40$. C'est ça. Puis il peut être écouté autant ou plus, peut-être même effectivement, que quand il passe à la télé une fois. En perpétuité, en fait. Fait que tout cet enjeu-là qu'on ne pense pas, mais ça affecte beaucoup de gens. Ce qui est quand même drôle, c'est que la dernière grève remonte quand même à 1980 pour les comédiens. OK. Donc, ils l'ont pas fait quand même souvent. Puis la dernière fois que les deux guildes, scénaristes et comédiens, étaient en grève ensemble, c'est en 1960. Ça fait quand même longtemps. Puis lui qui était le comédien, lui qui était à la tête de la guilde des acteurs, c'était Ronald Reagan.
Ah ouais, OK. C'est drôle. Quand même drôle. Est-ce que tu sais, ça avait duré combien de temps? Ça avait-tu été réglé justement en quelques jours? Je crois qu'en 80, ça avait duré 3 mois. Et là, OK. Ouais. Puis là, en tout cas, les premiers signaux, c'est que ça peut être plus long. Fait que là, les comédiens sont vraiment... mais justement, je pensais que les productions et tout allaient mettre de l'eau dans leur vin puis accepter les demandes. La pression va être sur les studios de voir qu'est-ce qu'ils sont prêts à ça, c'est sûr que ça donner. Va être... on l'a vu un peu avec le confinement et tout. Ça va faire un creux de vague éventuellement. Là. C'est sûr. Pause de tournage, pause de mise en marché et tout. Éventuellement, on va ressentir un petit trou là, dans la programmation. Mais ça peut être dans 3 ans, 2 ans. Là, mais... Écoute, la plupart des films en tournage, c'est pour 2025, fin 24-25. Ouais, c'est ça. Non, c'est sûr que tu arrêtes un 3, 4, 5 mois. Là, ça a un gros impact sur tout le reste. Puis, juste pour revenir aussi... une des craintes qu'ils ont, les comédiens, c'est John Cusack, qui je pense qu'il est sorti avec ça hier. C'est que les studios, ce qu'ils pourraient faire, ça ne veut pas dire qu'ils le font, mais ça pourrait être une des options, c'est que pour toute la figuration, ils pourraient juste scanner une personne. Fait que toi, t'es comédien, t'es figurant, tu y vas, ils te scannent, ils te donnent un montant forfaitaire, fait que t'es payé une fois, mais après ça, ils conservent ton droit d'utilisation dans tous les films. Fait que là, ils font juste programmer figurant, puis tu vas être figurant dans 50 films, dans différentes scènes différentes. Mais tu ne seras pas payé à chaque fois. C'est ça. Mais oui, mais en même temps, personne ne veut ça. Là. Au-delà de l'argent, je veux dire, ça va être quoi les films? T'engages 3 vedettes, puis toutes les autres, c'est genre du monde recréé numériquement, puis tu sais, c'est lettre. Là. Écoute, s'ils peuvent sauver de l'argent... C'est sûr que les studios vont penser à ça. Là, à un moment donné, ça va prendre la grève des cinéphiles. Il va falloir dire non, si c'est ça les films que vous nous offrez, là, mangez de la boîte, puis boycott, là, genre, en tout cas. Là, c'est un dossier assez intéressant. Puis comme ça n'arrive pas souvent, on dit la dernière fois, ça remonte à 80. Là, fait que pour quand même être mordu de l'actualité du cinéma, puis ça, c'est quand même intéressant à suivre. Non, mais ça va faire quand même jaser assez longtemps. C'est un dossier comme ça. Avais-tu autre chose dans sinon, écoute, c'est la grosse affaire qui a fait jaser les réseaux sociaux, en tout cas surtout pour les fans de films de super-héros, parce qu'on a vu quelques images du tournage du nouveau Deadpool avec... non seulement Hugh Jackman en Wolverine, mais Wolverine dans son habit classique jaune de bande dessinée, que beaucoup de fans avaient été déçus à l'époque des films d'X-Men où on l'avait mis en costume noir plus réaliste. Ouais. Donc là, on s'amuse avec ce costume-là. Alors, j'ai bien hâte de voir comment ça va être incorporé dans le tout, mais écoute, ça fait jaser. Et justement, normalement, ça sort en mai prochain, mais là... on ne sait plus rien. Effectivement. Voilà. Fait que là, vous prenez plus rien pour acquis. Mais très hâte de voir ça. Puis d'ailleurs, dans une autre des photos qui a circulé, on a pu voir le logo de 20th Century Fox comme en ruine. OK. Puis eux sont devant. Là. Fait que j'ai l'impression qu'il va s'amuser beaucoup encore avec les codes et tout. Puis dernière nouvelle, c'est le festival de Fantasia qui va débuter jeudi prochain. C'est ça. Donc, ça me prend tout le temps de loader. J'ai toujours dit Fantasia. J'ai jamais dit à l'anglais. Fantasia. Donc, si vous êtes dans le coin de Montréal et tout ça, c'est un festival, évidemment, écoute, c'est une vingtaine d'années, peut-être même plus que ça existe. Et ça dure aussi une quinzaine de jours également. C'est un longue programmation. Même 3 semaines, je pense. Écoute, jusqu'au 9 août. Donc, beaucoup de projections de films de genre et tout ça. Puis, quand même, une grosse prix cette année. Là, on va remettre un prix à Nicolas Cage qui viendra faire présence, je ne sais pas quelle journée exactement. Fin juillet, je pense. Il fait la promo d'un de ses nouveaux films, entre autres. Puis, le film n'est même pas sorti. J'ai vu, il y a déjà une autre bande-annonce d'un autre film un peu comme ça. Thriller, c'est un peu série B indépendant. Là, et il produit. Mais ils remettent pas un prix à chaque année, eux autres. Je pense, non, mais écoute, aussi d'un acteur ou d'un nom aussi prestigieux, je pense que c'est la première fois que je vois ça. Okay. Il y a peut-être eu des réalisateurs ici à gauche et à droite, là, mais acteurs là, de ce statut-là. Je pense que c'est la première. Puis, quand même, pour le festival, le film de clôture, je pense que si j'ai bien lu, ce sera We Are Zombies de RKSS. De clôture ou d'ouverture? De clôture, okay, c'est ça. Se peut. Ou vice-versa, là, je sais pas. Parce que je sais qu'il y a les Chambres Rouges de Pascal Plante qui est présenté là. Fait que je sais pas si c'est juste
la première québécoise ou si c'est le film d'ouverture, quelque chose comme ça. Mais oui, We Are Zombies, c'est quand même bien attendu. Ouais, c'est ça quand même. RKSS, eux qui avaient fait Turbo Kid, puis Summer of 84 par la suite. Ben alors, vous pourrez aller consulter l'horaire, mais bref, et ça, le festival se m'en branle. Si ma mémoire est bonne, ça sort cet automne par la suite. Ouais, j'ai cru voir décembre même. Ah, même? OK. Ouais, mais c'est pas confirmé, en tout cas. Ça reste à voir. Ce serait étonnant que ce serait pour l'Halloween, parce qu'il y a déjà assez chargé au niveau des films d'horreur. Là. Puis ils ont quand même un bon bassin de fans que ça n'a pas nécessairement besoin d'être l'Halloween pour les gagner. Là. Le monde non, effectivement, ça peut être une contre-programmation. C'est déjà très chargé, je trouve ça audacieux. Peut-être novembre, en tout cas. Mais oui, c'est ça, je pense pas annoncer, t'as raison. Fait que moi, c'est tout pour les actus. Ouais, ben écoute, des grosses bandes annonces qui ont sorti cette semaine, parce que comme on le dit souvent, là, il y a des grosses sorties de films. Mission Impossible, la semaine prochaine, on en parlera, il y a des gros films aussi. Fait que dans ce temps-là, on annonce nos prochains gros films pour les studios. On en parlait depuis quelques temps, dont son mystérieux, sa mystérieuse durée qui sera finalement de 2h40 à peu près. Napoléon de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix dans le rôle principal. Écoute, ça a l'air épique, là, comme les gros films que Scott a fait tout au long de sa carrière. Juste bien curieux de voir. Comme je dis, j'ai toujours un peu de misère, moi, avec des qui se déroulent en France, des personnages français, mais tout le monde parle anglais par la suite. Je sais plus si c'était avec toi ou un autre collègue. Ils ont dit tant qu'au moins ils font pas semblant de parler français rendu là que des fois ils disent des monsieur, puis bien sûr, genre, puis des affaires comme ça. Là, sinon, assumez que vous êtes tout en anglais, puis que nous, on va s'imager que ça se passe. Oui, ils ont le droit de faire le film, c'est sur l'histoire, je comprends. C'est juste, je sais pas, je trouve que c'est une certaine authenticité qui me dérange un peu, mais. Ben, c'est toujours le cas quand c'est financé par des Américains. C'est sûr ça, fait qu'ils n'iront pas prendre pied au marmaille, puis on fait tout en français. Là, non. Mais en fait, je pense que c'est le côté derrière, c'est pas nécessairement qu'on fasse le film ou des films historiques dans cette optique-là. C'est un peu de colonialiste, de genre, OK, puis on ramène ça, des pilleurs de tombes, là. On ramène ça aux États-Unis, votre histoire pour notre public, avec nos vedettes, avec notre accent, avec notre monde, tu sais. Fait que, bref, c'est ça. Un colonialiste ou un empiriste, un peu, là, je sais pas trop. Bref. Empiriste, mais écoute, c'est de bonne guerre pour Napoléon, finalement, d'avoir cette teinte-là. Mais je pense que ça va être un gros film. Je sais pas qu'est-ce que ça va faire au box-office, mais je crois que ça va être vraiment une bonne performance. C'est assurément un film qu'on va entendre parler dans les conversations des Oscars, je pense. Ben, tout à fait. En tout cas, de ce qu'on a pu voir, côté esthétique et technique, ça a l'air impeccable. Là. Ça a l'air vraiment spectaculaire. Et bien curieux de voir Joaquin Phoenix et surtout Vanessa Kirby aussi, comme Joséphine. Puis la scène, on le voit à la fin du trailer, je pense, là, l'espèce de bataille sur la glace où il envoie des boulets pour geler le monde et tout. Là. Je pense que ça va être brutal, tout ça. Tout à fait. Dans un genre 22 novembre, si je me souviens bien, Thanksgiving pour le film. Dans un genre plus léger, Wonka de Paul King, lui qui avait fait les Paddington. Fait qu'un prequel à Willy Wonka et The Chocolate Factory, je sais plus trop quoi. Effectivement. Ben, en fait, on l'annonce vraiment comme un prequel au film de 1971 et non de Tim Burton, qui était quand même très différent dans le ton. Et ça va être une comédie musicale, en fait, parce que lui de 71 avec Gene Wilder était ça. OK. Et Timothée Chalamet. Ouais, en fait, il a obtenu le rôle grâce à une vidéo virale qui a circulé il y a quelques années. Je n'étais pas au courant. Puis là, au secondaire, il faisait du tap dance. Puis, il chante, il danse et tout ça. Puis, fait que quand le réalisateur a vu ça, il a dit, ouais, OK. Puis, Chalamet était très content. Justement, il veut montrer ce côté-là de lui aussi. Fait que j'ai hâte de voir. Écoute, Roald Dahl, c'est sûr que ça demeure un auteur très aimé et tout ça encore. Mais là, c'est inspiré de... Ouais, ça n'existe pas en livre. Non, il y a eu une suite en livre, mais il n'y a jamais eu de prequel. Donc, c'est une histoire originale. Donc, on va voir. C'est grosse sortie 15 décembre pour le temps des fêtes, film familial. Ouais. Et au Québec, Rue de Charles-Olivier Michaud, là, inspiré du livre et de la vie de la jeunesse de Kim Thuy, là, la populaire autrice, animatrice multidisciplinaire et tout, qui va sortir aussi le 24 novembre, là, le week-end du Thanksgiving. Fait que je trouvais ça très... pas audacieux, parce que c'est un livre qui a charmé beaucoup de gens. C'est juste que c'est pas un livre qui s'adapte comme tel. La manière qui est écrit, je sais pas si tu l'as déjà lu, là, par page, c'est plus quasiment un journal intime un peu. Fait que je pense qu'on a juste pris le contexte puis l'histoire, mais pas, il n'y a pas de dialogue vraiment dans ce livre-là et tout. Fait que, effectivement. Mais je pense que ça va être super touchant. Et il y a entre autres
Karine Vanasse, Patrice Robitaille qui jouent le rôle des parents d'accueil. Fait que je pense que ça va être vraiment un très beau film, très touchant. Sans être braillard, je suis sûr que ça va être très émotif. Écoute, oui, de ce qu'on a pu voir, je trouve que ça touche toutes les bonnes cordes. Je pense que j'ose même avancer que ce sera le film qui va représenter le Canada aux Oscars. J'en serais pas surpris parce qu'on a quelque chose de très international comme histoire dans l'air du temps avec la crise migratoire, tout ça, avec tous les tragédies qu'il y a dans la Méditerranée avec les passants. Donc, je ne serais pas étonné, mais ça a vraiment de qualité, honnêtement. J'ai bien hâte de voir ça. Puis, c'est ça aussi, comme Napoléon, on sort ça fin novembre, c'est des films qui veulent s'accrocher puis être là tout le temps des fêtes. Là, puis, à part si c'est un fiasco, ça devrait le faire, là, un mois avant Noël. Voilà, fait que écoute. On vous invite à aller voir ces bandes annonces-là si ça vous donne le goût de voir les films. Ils vont déjà probablement. C'est ça, vous pouvez les voir en ligne et sinon sur tous les gros films de cette semaine et de la semaine prochaine. Je pense que les cinémas vont être invités à placer ces bandes annonces-là. La grosse sortie, Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1, c'est un diptyque dont. Écoute, on va redire ça à chaque fois. La deuxième volet devrait sortir. Il est tourné. Pas complètement, je pense. Ouais, il doit manquer. Ouais. C'est ça, on discutait, c'est comme. C'est de la folie, ces films-là, parce qu'il y a tellement de cascades puis de scènes hautes que Tom Cruise puis Christopher McQuarrie sont comme constamment en train de tourner ce film-là. Là. OK, ben là, pendant une semaine, je m'entraîne pendant un bout à faire des jumps en motocross, puis là, pendant une semaine, on attend les bonnes conditions, puis là, je vais aller filmer le jump, puis après, ben ça, c'est cané. Puis là, la suite, c'est quoi? Fait que, oui, il y a un moment où ça prend tous les comédiens pour certaines scènes, mais il y a plein d'affaires que c'est juste lui ou juste son 2 comédiens à faire telle bataille dans un lieu insolite, puis des choses comme ça. Fait que, je pense... Puis, en plus, le film est tourné dans plein de pays. Oui. Fait que c'est pas des tournages que tu peux dire, bon, ben, bouquez-vous un mois au calendrier, puis on rappe ça. C'est comme, non, c'est incroyable. Fait que, bref, peut-être que le deuxième volet va tarder un peu plus que l'an prochain à pareille date. Au scénario, on retrouve encore Christopher McQuarrie et Eric Jendresen. Lui, c'est comme ses premières écritures de gros scénarios, mais la plupart des noms sont associés au Part 1 et Part 2, évidemment. Là, ils vont pas changer l'équipe. Bon, qu'est-ce qu'on retrouve? Ça commence avec une espèce de catastrophe maritime de sous-marins russes qui explose, ce qui nous fait découvrir une super intelligence artificielle qui devient une arme redoutable. Fait que Ethan Hunt et son équipe vont être à la recherche de cette fameuse entité et ils vont rapidement découvrir que plusieurs parties sont intéressées à mettre la main dessus, mais pour la plupart avec des intentions plutôt malicieuses. Alors lui, Hunt, très bonne personne, avec un bon fond. Lui, croit qu'on devrait plus détruire cette intelligence-là, un peu à la Skynet, là, qui est en train de pas créer des robots, mais quand même prendre le contrôle. Ouais. Et un des némésis qui va croiser sur son chemin sera Gabriel, qui est un terroriste quasiment engagé par l'intelligence artificielle, et on va comprendre qu'ils ont un passé, Hunt et lui, que donc Gabriel connaîtrait des sombres secrets sur le passé d'Ethan Hunt. On va en apprendre un petit peu plus sur comment il est rentré dans l'IMF, là, Impossible Mission Force. Et il va rencontrer aussi Grace, qui est une espèce de super pickpocket qui va se jouer de lui un peu jusqu'à ce que leur destin se lie dans cette aventure-là. Et évidemment, ça finit un petit peu à suivre pour la suite finale, qui, on annonçait au début de la production que ça serait la fin des aventures de Ethan Hunt. C'est certain qu'ils vont continuer Mission Impossible, mais d'une autre remouture et autres. Mais là, évidemment, un peu comme Dominic Toretto ou Vin Diesel, qui auront dit tout « Ah, mais ça se peut qu'on en fasse d'autres. » Tom Sadler qui a pris goût et aurait confié cette semaine lui, qu'il serait prêt à le jouer jusqu'à 80 comme Ford et son Indiana Jones. Jusqu'à ce qu'il meure dans une cascade à m'amener. C'est pas mal ça qui va arriver. Ouais. Donc, qu'en est-il pour ce nouveau Mission Impossible? C'est la hauteur. Moi, j'ai... je sais pas tout ton ordre des Missions Impossibles. Toi, tu les as réécoutés récemment tous. Ouais. Moi, quelques semaines avant toi, j'avais réécouté juste les derniers, là, 4, 5, 6, mettons. J'avais pas écouté 1, 2, 3. Parce que entre 1, 2, 3, je me souviens qu'il y a une grosse... Tu sais, on a cherché le ton, là. Un est très bon, puis... voyons, j'oublie de Palma. De Palma, ouais.
Puis là, 2, on est tombé très action, il est moins en équipe, c'est plus juste lui tout seul. On était très dans le style John Woo aussi à l'époque. Là, puis là, dans le 3, avec J.J. Abrams qui a pris les rênes, là, on a mis le style de il travaille en équipe. Là, c'est là qu'il y avait l'arrivée de Michelle Monaghan, je sais pas. Sa femme, puis là, ça, c'est une vie impossible. Et là, il y avait plus une équipe avec lui, exactement. Fait que je pense que c'est là qu'on a trouvé le ton pour toute la suite. J'avais beaucoup aimé Fallout avant. Tu sais, c'est le 4e film de collaboration Macquarie-Cruise, là, quand Macquarie réalise. Il avait fait le Jack Reacher. On dirait que c'était son audition un peu. Puis là, il a fait le Mission Impossible 5 et Rogue Nation, si je me souviens bien. Rogue Nation, Fallout, le 7, le 8. Puis il avait coécrit, il avait retravaillé le scénario du 4 aussi, Ghost Protocol. Ok, tu vois, je savais pas ça-là. Et il avait écrit les scénarios de Edge of Tomorrow puis Valkyrie, qui sont des films qui mettaient en vedette Cruise. Le best pal BFF de Tom. Là. Ouais, là, ça, c'est un duo de choc, ces 2 mecs. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup apprécié. Je trouvais que les cascades et tout étaient vraiment à la hauteur. Je veux pas te voler ce que tu m'as dit hors d'onde, mais oui, c'était des lieux communs. Là. C'était comme des trains, des poursuites d'auto. Moi, je le voyais comme un genre d'hommage à ce qu'on a tout fait depuis le début, mais rehaussé. Là. Le degré de folie continue à augmenter quand même. J'aime bien tous les personnages. Il y a ce même sérieux, je pense qu'on s'inquiète pour l'intégrité physique des personnages, mais il y a quand même cette légère humour qui ne désamorce pas, je trouve, les scènes de tension, ce qui est souvent le problème dans les Marvel et les films de super-héros qu'on voit beaucoup. Là. Ajouter une blague, mais qui fait OK, finalement, il n'y en a pas de problème, dans le fond, si tu prends le temps de niaiser. Fait que le cast, là, l'espèce de quatuor principal sont de retour. Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Simon Pegg et Ving Rhames. On revoit aussi, et plus encore, Vanessa Kirby, la White Widow qu'on voit depuis 2-3 films. Puis les ajouts sont Hayley Atwell, qui va être cette fameuse pickpocket, Ezai Morales, là, un acteur que je connaissais pas, mais qui a joué dans une tonne de choses, qui va être son némésis, et Pomme Clémentieff, qu'on voit quasiment pour la première fois hors des Gardiens de la Galaxie. Qui parle en français, en plus. Oui, c'est ça. Cool dans le film. C'est une Française multilingue et tout. Et qui est née à Québec. Oui, c'est ça qu'on disait. J'ai lu, puis elle était ici un an. Là, genre, mais quand même. Fille de diplomates internationaux et russes et français et tout. Là. Fait qu'elle joue l'espèce de bras droit là, d'assassin. Personnage de Gabriel, là, voilà. Assez silencieuse, très maniaque dans son regard. Vraiment un bon casting, super intéressant. Ouais, c'est ça. Tu sais, je trouve ça le fun aussi, le truc d'intelligence artificielle. C'est ça. Peut-être ça va moins plaire à d'autres, mais c'est pas trop compliqué. Ça reste. Je trouve que dans Mission Impossible, il y a souvent une espèce de scène d'exposition qui fait du sens, mais que tu peux juste faire comme hey, là, c'est juste 2 bonhommes qui parlent, puis c'est pas intéressant, mais c'est pas ça tout le film. Là. C'est pas un John Le Carré non plus. Là. Tu peux juste tomber dans l'action et dire OK, il faut qu'ils trouvent l'affaire qui va leur permettre d'atteindre la patente pour découvrir l'autre. C'est un peu Donjons et Dragons là-dessus. Là. C'est une quête de mission. C'est clair. Le premier qui trouve cette affaire-là, mais là, si tu le verrais, si tu le faux, toi, tu me mens-tu ou t'as-tu raison? Une coupe de jeux de masque encore, comme il y a toujours de Mission Impossible. Mais je trouve que le duo il y a vraiment une symbiose entre les cascades qu'ils veulent faire, le jeu, les mouvements de caméra, puis ce qui se passe dans le scénario. Des fois, on dirait que dans certains films, il y a un combat entre ces choses-là, il y a un conflit, puis c'est pas en adéquation. Là, je trouve que tout est vraiment en harmonie à ce moment-là. Écoute, bien d'accord, j'ai trouvé hautement spectaculaire. Je pense que les fans de la franchise de la série ne seront vraiment pas déçus. Comme tu l'as dit, on pousse encore plus loin les types de cascades. Je trouvais juste qu'il y avait une certaine redondance pour ma part, parce que oui, c'est encore la moto, oui, c'est l'auto, oui, c'est le train, bien qu'ils réussissent à le pousser encore plus loin. Mais j'espère que le prochain, on va réussir à peut-être nous présenter d'autres séquences d'action. Et c'est peut-être pour ça que j'avais bien aimé Ghost Protocol, parce que justement, on nous montrait autre chose avec la fameuse tour à Dubaï. Puis la poursuite dans le désert de sable, puis tout ça. Fait que je trouvais que les scènes d'action, les environnements étaient plus originaux. Ceci dit, ça c'est moi. J'ai quand même bien apprécié les scènes d'action et tout ça. Et oui, le saut en moto, quand même, il faut lui donner crédit. Là, c'est assez fou. Puis d'ailleurs, comme j'avais vu dans les making-of qui traînent, il
il dit des répliques quand même. Là. Fait que non seulement il fait le saut, il est en chute libre, en parachute, mais il joue. Là. Ouais, fait c'est que, ça. C'est fou. Là. Il reste en personnage. Puis let's go. D'ailleurs, il a fait 6 fois ce saut-là en moto, ce qui est quand même assez fou. Fait que j'imagine qu'il y avait... ça, c'est 6 motos qui riffaient dans le vide. Là, trouvé dans le vide, puis après avoir sur le set aussi. Fait que... oui, puis moi j'ai beaucoup aimé l'ajout honnêtement d'Hayley Atwell, une comédienne que j'apprécie déjà, que j'avais bien aimé à l'époque du premier Captain America. Oui, c'est la Peggy Carter dans plein d'affaires de Marvel. Je trouve qu'elle est très charismatique, bonne chimie avec Tom Cruise, puis c'est un personnage qui est intéressant aussi à suivre, fait que gros coup de cœur pour elle. D'ailleurs, les personnages féminins, je pense qu'on a le beau rôle du film, là, parce qu'autant Pom Klementieff que Vanessa Kirby aussi sont toutes intéressantes à voir et tout ça. Là, fait que, et Rebecca Ferguson qui est toujours aussi très, très excellente. Fait que ceci dit, peut-être un petit peu long quand même, là, 2h40. Honnêtement, je penserais peut-être été un petit peu plus. Puis, moi, je dirais la prémisse de fond m'a moins rejoint. Je trouve un petit peu moyen. Mais ça ne m'a pas empêché de passer un bon temps. Puis je pense que la majorité des gens vont passer là-dessus puis vont triper quand même, ils vont avoir un bon temps. Là. Écoute, c'est un film de qualité. Là. C'est juste d'aller chercher l'enculage de mouche, comme on dit. Franchement. Moi, le point négatif majeur, c'est que c'est un diptyque. Fait qu'on ouvre beaucoup de portes, on te présente, comme on dit, son passé. Tout ne sera pas encore expliqué. C'est juste qu'on ouvre beaucoup d'avenues qui vont être résolues dans le prochain film, etc. Puis, quand tu parlais, ça m'a rappelé... tu trouvais qu'on était en terrain connu pour certaines séquences d'action et tout. Ben, il y a la séquence à Rome qui, moi, m'a rappelé instantanément Rapid 10, Fast je pense que c'est la même place. Je pense que c'est exactement le même escalier, la même fontaine, la shot du Colisée autour. Mais là, dans Fast X, tout est en CG avec une bombe géante puis il descend en char sport. Lui, il est plus en petite Fiat machin. C'est comme un peu presque la même cascade, puis t'en as une que tu vois à quel point est plus faite en effet pratique, puis l'autre, c'est un mélange des deux, puis c'est fait plus tape à l'œil. Lui, il est fait plus terre à terre d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est pour ça qu'on apprécie encore plus. En tout cas, moi, j'ai beaucoup plus apprécié ça, parce que tu sais qu'ils le font réellement. Et Tom Cruise est vraiment dans l'auto, il conduit avec Hayley Atwell. Donc, c'est assez fou. Et je crois que la raison que c'était filmé aussi, c'était bien rendu la poursuite en auto, là, parce que souvent la caméra était dans la voiture ou proche. Quand il y a des impacts et tout ça, on sentait quasiment, là, c'était quelque chose. Ouais. Puis, oui, t'as dit? Non, c'est bon. Ok, je savais pas si t'avais 17 fun facts. Non, ça va. On peut rouler sur le prochain. Grosse sortie au Québec, Le temps d'un été de Louise Archambault. Avec, écoute, tout le monde est là. Patrice Robitaille, Élise Guilbeault, Sébastien Ricard, Guy Nadon, Martin Dubreuil, Pierre Verville, etc. Un scénario de Marie Vien qui avait offert, entre autres, La Passion d'Augustine et plus récemment Arlette. Patrice Robitaille est un prêtre qui va hériter par surprise d'une propriété en Gaspésie, un gros domaine de riches là, dans le bas du fleuve. Puis sa paroisse va vraiment pas bien. Il se demande s'il faut qu'il ferme l'église ou pas. Et il accueille énormément de sans-abri, étant à Montréal. Et fait que là, il va décider de prendre une espèce de vacances d'été avec la vanette, embarquer 8-9 sans-abri réguliers qui viennent souvent demander de l'aide à l'église. Puis il va se rendre dans le bas du fleuve en disant hey, ça va être super beau, on va faire des activités et tout. Mais là, leur venue va troubler le calme et la routine du village et on va en apprendre un peu plus exactement sur son passé puis pourquoi il a hérité de ce manoir-là puis d'où c'est qu'il vient pour être devenu prêtre comme ça. Fait que en gros, beaucoup de propos humanistes sur la tolérance, la justice sociale. On est dans le pardon aussi. On essaie d'éviter les clichés de misérabilisme, si on veut, avec les sans-abri, pour comprendre qu'il y a différentes situations qui peuvent mener à l'itinérance, exactement. On pense entre autres, c'est sûr que les personnages très colorés là, joués par Guy Nadon, qui ont un ancien avocat, puis Dubreuil, qu'on va comprendre un peu, lui, qu'est-ce qui l'a mené, mais qui est beaucoup plus tempestif, beaucoup plus à vif quand les choses le tannent. Voilà. Écoute, c'est un film, c'est le film québécois de l'été qu'on positionne. Peut-être pas si
C'est pas une comédie. Non, c'est ça. Je dirais que c'est très accessible, mais c'est pas grand public comme De Père en flic ou Bon Cop, Bad Cop. Là, on s'entend, c'est pas le même genre ou Menteur, mais c'est quand même un film positif, lumineux, qui va vous faire sortir de la salle quand même avec un sourire. C'est un film qui coche toutes les cases, là, tu sais, donc rien de négatif à redire. La prémisse est un peu grande, mais si vous l'acceptez, je pense que vous allez passer un bon temps, honnêtement. Puis je pense que c'est un film qui s'adresse à un public cible qui va être déjà gagné d'avance, ne serait-ce que par le casting aussi. Il faut dire que les comédiens sont tous très bons. Leurs personnages sont sympathiques, intéressants à suivre. Fait que c'est un bon moment à passer au cinéma. Pas un film qui va vous sortir là, profondément changé. Mais vous allez vous changer un peu l'esprit. Voir quand même une histoire qui est assez originale quand même, là, qui est assez intéressante. Puis comme disait Louise Archambault, c'est vraiment un film qui donne un peu envie d'étreindre quelqu'un. Oui, c'est pas pour se faire sentir mal, mais ça donne envie d'aider les gens quand même. Oui. Et je trouve que le film a le défaut de ses qualités, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'excellents comédiens et comédiennes, donc il y a beaucoup de personnages. Fait autant c'est le fun de tous les voir. Écoute, j'avais lu, je pense que la première version du montage durait 3h30, puis ils ont réduit ça à comme 2h05 parce qu'il a dû finalement devoir couper plein de scènes, plein de moments entre différents personnages. Fait que là, au final, ça donne surtout des duos là, dans les relations entre les gens. Il y a comme des personnages qu'on voit pas vraiment interagir ensemble, mais là, c'est faute de temps. On aurait pu faire une mini-série là, en un contexte aussi riche. Tout à fait. Et on a eu la chance de rencontrer justement quand même une bonne partie de cette très grande équipe. Fait que là, il est déjà en ligne. Peut-être avez-vous vu passer notre épisode sur le temps d'un été. On a parlé à la réalisatrice Louise Archambault, la scénariste Marie Vien et le producteur Anton. J'ai oublié d'aller. C'est un nom italien, je m'excuse. Conorizello, quelque chose comme ça. Plus par cœur. Et 3 des comédiens, Pierre Verville, Élise Guilbeault et Sébastien Ricard. Fait que super conversation, très drôle à la fois et c'est ça, très ouverte sur tout le backstory derrière ça. Il y a Marie Vien qui a fait énormément de bénévolat à la Maison du Père, si je me souviens bien, qui l'a mis en contact avec différentes personnes en situation d'itinérance, ce qui est venu inspirer tous les personnages tranquillement et on a voulu créer un clash. Donc, comment on peut rendre ça intéressant? Prenons cette gang de joyeux lurons puis mettons-les ailleurs dans un endroit qui ne sont pas habitués de voir ça. Fait que, comme tu dis, je pense que c'est pas un mauvais choix. Là. Vous pouvez pas vraiment vous tromper si vous avez déjà un intérêt pour ce genre de film. C'est un film comme je dis, de grande qualité. Louise Archambault, quand même, réalisé Plus des oiseaux. Exactement, c'est ça, très sensible. Un grand succès, oui, c'est ça. Donc, elle aime beaucoup les personnages marginaux, un peu en marge de la société, tout ça. Là. Fait que c'est quand même intéressant. Et dirigeons-nous vers quelques films un peu plus nichés, un peu plus indépendants. Le drame Le Ciel Rouge, un drame allemand, Roter Himmel, ou A Fire, qu'il l'appelle aux États-unis. Christian Petzold, peut-être. Que toi, tu connaissais de nom. Mais moi, je connaissais de nom. C'est un cinéaste allemand. Là. Je n'étais pas certain, mais il y a comme un peu plus de 60 ans. Je pense qu'ils sont comme 7-8e film déjà. Fait que c'est un artiste très établi. On l'associe à l'espèce de nouvelle vague du cinéma allemand. Là, puis maintenant, lui, il a ses clés pour entrer au Festival de Berlin, Festival de Venise, dans à peu près tous ses lancements. C'est sûr qu'à Berlin, étant un Allemand, j'imagine qu'on l'encense peut-être encore plus, ce genre de cinéma. C'est un genre, moi je trouve que c'est des films de personnages. Là. C'est pas des films d'action, c'est tu regardes des gens interagir ensemble, puis on essaie de dialogue. C'est ça, on essaie de recréer une réalité, voilà. On va être sur le bord de la mer Baltique, on va suivre deux amis, un romancier qui pense être en train d'écrire peut-être son 2e roman, quelque chose comme ça. Il y a une certaine pression et il est lui-même pas tout à fait satisfait de ce qu'il est en train d'écrire. Et son ami qui est plus photographe veut préparer son portfolio pour entrer à l'école des beaux-arts. Ils s'en vont dans la maison d'été de son ami photographe, Félix. Et une fois sur place, va réaliser qu'il y avait un quiproquo avec sa mère, puis il y a une amie de sa mère, la fille d'une amie de sa mère qui réside là en même temps. Fait que ça va créer une relation entre les 3 personnes et un sauveteur de plage qui gravite autour d'eux. Fait que c'est beaucoup ces 4 personnes-là qu'on va voir évoluer au fil des jours. Et ce qui est singulier, c'est que notre environnement, cette belle petite maison très chaude sur le bord de plage, il y a des feux de forêt qui commencent à ravager autour.
alors qu'eux se croient en sécurité dans cette zone-là, vu la direction des vents. Ce qui est comme très contemporain avec ce qui se passe depuis plusieurs semaines au Canada et partout. Voilà. Puis dans l'écriture, ce qui est singulier, c'est que notre... pas singulier, mais intéressant, c'est que notre un peu personnage principal est très antipathique. C'est quelqu'un qu'on sent stressé, mais naturellement très égocentrique. Fait qu'il va tout revirer à lui-même, à ses problèmes. Si il blaire pas quelqu'un tant que ça, il va comme être très déplacé. Ouais, c'est ça. Très, très désagréable. Puis les autres ont une espèce de compassion à se rendre compte que comme t'as comme un bon fond, mais là, t'agis en trou de cul un peu, fait qu'il faudrait te recadrer. Je pensais que ça serait vraiment un drame romantique, une grande tension. Puis pas tant, finalement. Fait qu'allez-y pas dans cet esprit-là. Il y a, oui, la dynamique entre les gens, mais plus au niveau, je trouve, de l'amitié, de l'ouverture, essayer d'avoir une espèce d'empathie pour les gens qui a vraiment là, une tension amoureuse. J'ai lu que c'est... en fait, le désir de Petzold d'écrire 3 films sur les éléments. Son film, il y a entre autres, juste pour le nommer, là, sur place, il avait fait Phoenix puis Transit des dernières années, mais son dernier film, à peu près 2020, c'était Ondine. Et là, qui était plus sur l'eau, là, une histoire avec des sirènes. Et là, c'est avec le feu. Mais le prochain n'est pas annoncé. J'imagine que ça va être... L'air ou la terre. Ouais, c'est ça. Un des deux, fait que lequel ne l'inspire pas, parce qu'il voulait en faire juste 3. Je sais pas. C'est ça, fait que finalement, c'est un peu élémentaire pour adultes, sa trilogie. Au générique, il y a Paula Beer qui fait BR, j'imagine. Qui fait la jeune femme qui, elle, alors que lui est plus égocentrique et peut-être terre à terre, elle est plus comme une jeunesse un peu insouciante d'une certaine manière, là, fin vingtaine, un peu plus libre, si on veut, dans ses actions puis ses aspirations. Puis c'est son 3e film qu'il fait avec elle. Là, fait que c'est comme sa nouvelle actrice fétiche, voilà. On note beaucoup d'inspiration des films d'Éric Rohmer, là, cette espèce de contraste-là avec des personnages mélancoliques puis des lieux super paradisiaques et tout, et en campagne. On sent qu'il fait très chaud. Beaucoup de mouches. Oui, c'est ça, c'est un peu surprenant. On les entend beaucoup souvent, vraiment pour nous mettre là-dedans, là, des maringouins, des mouches. Il y a, je dois dire, moi, c'est une chose, je pense que les deux, ça nous a agacés. J'ai bien aimé la direction photo en général, sauf qu'ils font des nuits à l'américaine, là, donc tu tournes de jour avec des filtres de couleurs un peu différents, puis ça devient tout bien bleuté, bien bright. Ouais. Je ne sais pas si c'était une contrainte de temps ou d'argent ou vraiment un choix esthétique. Moi, ça m'agace un peu, mais j'accepte ça quand même. Là. Ça ne m'a pas sorti de l'histoire. Là. C'est pas 100% du film n'est pas la nuit non plus. Là. Fait que tout rapidement, t'en as pensé quoi de Le ciel rouge? Moi, j'ai rien de négatif en soi à dire. C'est bien tourné, bien joué, bien écrit, tout ça. Je pense que c'est plus une question, est-ce que l'histoire te rejoint ou pas? Toi, je pense que tu as beaucoup connecté avec cette histoire-là. Moi, je dirais un peu moins, honnêtement. Mais ceci dit, ça n'enlève rien. C'est un film qui est intéressant, puis c'est ça, là, qui mérite d'être vu. Pose une question à ce moment-là. Est-ce que c'est un genre qui vous attire ou non? C'est ça. Pourtant, j'aurais aimé ça, honnêtement. Ça avait tout pour que j'aime ça, mais je sais pas. On dirait que c'est moins me rejoindre. Il n'y a pas de problème. Ça arrive. Et autre sortie, La montagne de Thomas Salvador, c'est seulement son 2e film. Il a fait énormément de courts-métrages, lui, depuis plusieurs années. Et avant son premier, c'est quasiment en 2016 peut-être, je me souviens plus, Vincent n'a pas d'écailles qui avait fait. Et c'est toujours des films qu'il écrit, réalise et se met en scène. Ici, il joue le rôle d'un ingénieur parisien qui est en congrès de travail dans les Alpes, puis il va vraiment se sentir captivé par la montagne, par les sommets de la montagne. Va décider de rester un peu plus longtemps, va caler malade à job, puis va tranquillement se mettre à monter la montagne, à prendre des cours, prendre de l'équipement, s'acheter de l'équipement pour se rendre en ascension. Finalement, genre plaquer sa job là, puis il va faire la rencontre d'une fille qui est la propriétaire d'une auberge qui est vraiment plus haut à flanc de montagne. Il va souvent aller manger. Puis éventuellement, il va faire une rencontre singulière dans la montagne. On frise avec... le conte initiatique un peu? Non, le conte, mais plus le fantastique. Okay. Mais sans dire que c'est un film... Ouais, c'est ça. C'est un peu fantastique, mais genre la moitié du film, mettons. Là. Très peu de dialogue. C'est beaucoup dans le non-dit.
Je pense qu'il y a full de séquences d'alpinisme, justement. Fait que là, je me demandais, là, c'est lui qui fait ça lui-même, là, pas vraiment de trucage et tout. Mais j'ai lu que c'était comme juste sa passion depuis vraiment longtemps. Fait qu'il a comme écrit de quoi qu'il mettait en scène, ce qu'il aimait. Il y a quelque chose d'assez écologique dans tout ça, là, cette relation-là avec la nature, avec vraiment... Et en plus, le personnage s'appelle Pierre, qui se tient dans la roche et tout. Fait que si... Tu sais, c'est pas pour tout le monde, ça c'est certain, mais il y a énormément de qualité à ce film-là. C'est un film qui se veut justement plus lent, ça se veut plus froid, on est en montagne. Je sais pas, d'habitude, c'est rare que ça m'atteint, moi, les films qu'on dit « Ah, allez-y pour les paysages, c'est super beau », d'habitude, ça me rend vraiment indifférent. Là. Moi, je trouve que c'est l'histoire d'abord, mais on dirait qu'ici, je trouve que c'est vraiment en adéquation avec l'histoire. C'est comme un personnage en soi, exactement. Il y a un moment, il se retrouve vraiment là entre deux, pas à flanc de montagne, mais comme dans des crevasses là, et tout, là, puis je filais mal. Là. Puis ça m'arrive pas souvent. D'habitude, je suis assez insensible à ces choses-là. Puis on dirait que ça me donnait une certaine claustrophobie de voir ça. Puis en plus, je l'écoutais juste sur ordinateur. Là. J'étais même pas en salle. Fait que tu sais, c'est pas un film d'horreur, c'est pas un thriller, mais je trouve que ça a été vraiment bien mis, bien ressenti. Puis en plus, à ce moment-là, le personnage, lui, il panique pas. Là. Il est comme en exploration. Mais moi, j'étais comme, hey, je voudrais pas être là. Vraiment la peur de te retrouver coincé entre deux rochers puis que t'es plus capable de partir. Ouais. Là. Voilà pour la montagne. Mais dans le cas de Ciel Rouge, Montagne, comme on dit souvent, c'est pas des films qui vont être très, très longtemps à l'affiche. Si ça vous intéresse, ne tardez pas trop. Là. Et autre sortie là, qu'on n'a pas vu, Psycho Pass Providence, qui est un anime très populaire. C'est le 6e film qui est tiré de cette populaire série télé qui est diffusée depuis 10-12 ans maintenant. Puis là, le film se passe entre les épisodes 2 et 3. Okay. Fait que là, on n'est pas allé voir ce film-là parce que comme je connais rien de cette affaire-là, mais on en dit vraiment beaucoup de bien. Okay. Les critiques sont excellentes. Et j'ai vu à certains endroits qui disaient que c'est pas nécessaire d'avoir vu les autres. Okay. C'est assez bien construit que ça peut être ta porte d'entrée pour avoir envie. C'est comme un peu un genre d'un semi-prequel là, qui se glisse entre deux phases. Comme peut-être écouter... juste comment il s'appelle le Star Wars Rogue quelque chose? Rogue One. Ouais, pas Rogue Nation, mais Rogue One. Tu pourrais écouter juste ça puis faire j'aime ça, c'est quoi le reste de l'univers? Fait que, écoute, si le temps me le permet, peut-être que je vais me laisser tenter. Là, on est plus dans la science-fiction, dans le futur. J'ai pas noté tout à fait le synopsis, là, mais des espèces d'agents spéciaux. Là, on n'est pas dans la magie, là, on est plus dans les fusils, les criminels dans le futur. Là. Écoute, ça fait le tout pour cette semaine. On est allé un peu plus rondement. Là. On a des petites contraintes temporelles, mais c'est ça, les sorties majeures. La semaine prochaine, le fameux Barbenheimer qui fait... Le combat ultime. Qui fait, je sais pas si on peut dire, couler de l'encre, en tout cas sur les réseaux sociaux, couler de la vidéo et de la data. Parce que tout le monde dit, mais là, est-ce que vous allez voir Barbie ou Oppenheimer? Il paraît qu'il y a énormément de ventes chez AMC au cinéma en programme double. Oui, il y a comme un mouvement là, aller voir les deux films le même jour. On a vu beaucoup ces médias sociaux, le cast de Barbie acheter ses billets en pré-vente pour Oppenheimer. Je ne sais pas si l'inverse s'est fait. Sûrement Tom Cruise qui lui a dit voir tous les films et le mien, qui célèbre juste le gros cinéma. Fait que lequel toi t'as le plus sorti? Moi on dirait que si je me permets, Oppenheimer, je le sais que je vais apprécier ça. Je sais que je vais aimer ça. Et Barbie est très mystérieux. Ouais. J'espère beaucoup aimer ça. J'espère que ça va être à la hauteur de nos J'espère attentes. que je vais sourire en écoutant ce film-là. Il y en a un qui est très brain, l'autre va être, j'espère, une bonne barbe à papa et non pas un bonbon qui finalement a tellement de saveur que ça goûte juste le sucre puis c'est plate. Je suis quand même très confiant. Fait que j'ai bien hâte de les découvrir. Moi aussi, vraiment. Mais en programme double, ça a fait une bonne soirée. 3 heures d'Oppenheimer, 2 heures de Barbie. Oui. Puis je sais pas si c'est ça qui va nous arriver. Non. Peut-être la même journée, mais je sais pas s'il va être back-à-back. Je suis pas sûr. Ouais. Fait que tu penses que les deux se ramassent aux Oscars ou quoi que ce soit? Ou... Oppenheimer, certainement. Barbie, écoute, ça pourrait être un champ gauche qui étonne puis qui réussit à se faufiler, quelque chose comme ça. Scénario, peut-être direction artistique des fois. Ouais. Mais j'ai hâte de voir. C'est sûr que des comédies comme ça, un peu musical et tout, c'est rare que les comédiens arrivent à sortir de ça. Ça serait un beau coup d'éclat, justement, pour Margot Robbie. On dit que c'est vraiment Ryan Gosling qui vole le show. Apparemment qu'il est... Ken is back.
Voilà. Fait que d'ici là, écrivez-nous comme d'habitude balado au singulier à commercial-monciné.ca et procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Ou d'ailleurs, tu as écrit un retour sur le premier Mission Impossible et je pense y a-tu un portrait de Tom Cruise aussi? C'est dedans, oui. Tout à fait. Fait que voilà, quand vous arrivez dans la salle, là, vous avez un petit 20 minutes avant votre film, prenez le magazine, lisez cela. Et visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn et ce balado s'autodétruira dans 5 secondes.